10 décembre 1941. Mer de Chine méridionale, 6h15. Le soleil n'a pas encore percé l'horizon quand l'océan s'illumine d'un reflet métallique. Deux silhouettes colossales avancent en silence, fendant les vagues avec une majesté lourde et sûre. Le HMS Prince of Wales, cuirassé flambant neuf de la Royal Navy, le HMS Repulse, croiseur de bataille vétéran, bardé de cicatrices. Or, l'air sent le mazout, le métal chaud et la nervosité. Les hommes prennent leur poste de combat. Les ascenseurs à munitions grondent. Les canons antiaériens s'alignent vers le ciel encore noir. Quelque chose approche. Tout le monde le sent. Dans la salle de commandement du Prince of Wales, le contre-amiral Tom Phillips, connu sous le nom de Tom Thumb, scrute l'obscurité avec des jumelles. Il sait que les Japonais ont pris l'air. Il sait que Singapour est loin. Trop loin. Et pourtant, il avance. Radar ? Rien ? Rien pour le moment, monsieur. Le mot « pour le moment » flotte dans le silence comme un avertissement. Au même instant, à 250 km au nord, 85 avions décollent successivement de bases japonaises en Indochine. Torpilleurs Nakajima B5N, bombardiers en piqué Mitsubishi G3M, escorteurs A6M0. La formation ressemble à un essaim de guêpes, une nuée meurtrière qui fend le ciel dans un vrombissement continu. Leur objectif ? Éliminer la force Z. Les Britanniques ne le savent pas encore, mais la mort a déjà décollé. 6h30. Sur la passerelle du Repulse, le capitaine William Tennant lève la tête. Une rumeur grave arrive du sud. Un vent, pas une vague, non, un son mécanique, régulier. Compartiment 4 inondé, on perd la puissance. Les pompes lâchent. Le Prince of Wales s'incline légèrement. Pas encore coulé, mais blessé. Gravement blessé. Sur le HMS Repulse, la riposte. Le Repulse vire brusquement à tribord, esquivant les torpilles avec une agilité que personne n'aurait imaginée pour un navire de 32 000 tonnes. Le capitaine Tennant hurle des ordres à s'en déchirer la voix. « Feu à volonté, tout ce qui vole !» Les canons anti-aériens du Repulse créent une véritable barrière de feu. Un Nakajima touché s'enflamme, spirale, puis s'écrase dans l'eau dans un geyser de vapeur. Mais pour chaque avion abattu, 5 autres arrivent. Les Japonais resserrent l'étau. L'attaque vient seulement de commencer. Décembre 1941, 6h47. Le vacarme est total. Les vagues explosent en éclats blancs sous les rafales. Le ciel n'est plus un ciel, c'est une spirale de moteurs, de bombes et de silhouettes métalliques plongeant comme des rapaces. Tu n'entends plus tes propres pensées. Seulement les cris, les ordres, les impacts sourds et au-dessus, hurlements aigus des bombardiers japonais en piqué. Les G3M fondent sur les navires. Du haut des nuages, les Mitsubishi G3M s'alignent. Leur ventre s'ouvre. Une pluie de bombes noires luisantes tombe droit vers la force Z. « Attention, en piqué !» Le Repulse vire brusquement à tribord, esquivant les torpilles avec une agilité que personne n'aurait imaginée pour un navire de 32 000 tonnes. Les hélices brassent l'eau en tourbillons gigantesques. Des bombes manquent le pont d'un rien, explosant autour de la coque dans des geysers colossaux. Mais une autre formation plonge déjà. Un G3M coupe son moteur pour la descente. Le silence d'une seconde est pire que tout. Tu vois la bombe se détacher lentement, comme au ralenti. Puis le moteur rugit à nouveau. Le bombardier remonte. La bombe tombe. Elle frappe le Repulse, mais glisse, rebondit et explose dans la mer. « Manqué !» hurle un marin galvanisé. Sur le Prince of Wales, l'étau se referme. Mais le Prince of Wales, lui, n'a pas la même chance. En perte de puissance à bâbord, il ne peut plus esquiver avec la même agilité. Son gouvernail répond mal. Sa vitesse chute. Une cible parfaite. Les bombardiers japonais voient l'ouverture. Ils plongent par vagues successives, comme une guillotine qui se referme. Les premières bombes frappent la cheminée centrale. L'impact secoue tout le navire. Des éclats de métal retombent comme une pluie brûlante sur le pont. Incendie au pont supérieur! On perd le courant dans la batterie antiaérienne avant. Les canons s'éteignent partiellement. Et sans couverture AA complète, les Japonais deviennent d'autant plus agressifs. L'encerclement complet. Les 85 avions se répartissent autour des deux navires. Torpilleurs à bâbord, piqueurs au-dessus, zéro mitraillant toute silhouette humaine sur le pont, et une nouvelle vague qui approche déjà du sud. Le capitaine Tennant, sur le Repulse, aperçoit la formation et murmure « Il ne nous laisse aucune sortie ». Au même moment, un zéro rase le pont du Prince of Wales et libère une volée de mitrailleuses.
Tu te jettes derrière un affût. Les balles frappent le métal à quelques centimètres de ta main. Et au loin, les torpilleurs reviennent pour une deuxième attaque, la plus meurtrière. 10 décembre 1941, 07h02. L'horizon se tord sous le ronflement grave des moteurs. Une nouvelle vague de Nakajima B5N arrive, 20 appareils volant en ligne serrée, leurs silhouettes parfaitement alignées au ras de l'eau. Ce n'est plus une attaque, c'est une exécution organisée. Les marins du Prince of Wales échangent des regards silencieux. On lit dans leurs yeux « Ils vont tenter de nous achever ». Le Prince of Wales, immobilisé, devient une cible parfaite. Le cuirassé tente encore de se maintenir à 15 nœuds, mais la première salve de torpilles a brisé un arbre d'hélice et inondé les compartiments électriques. Les ascenseurs à munitions s'arrêtent. Les canons AA ne reçoivent plus les obus assez vite. Le navire respire, gémit, lutte, mais il ralentit. Il ralentit. Le capitaine Leach le sait. Il serre la rambarde de toutes ses forces. Préparez-vous. Ils vont tirer de très près. Les torpilleurs japonais arrivent désormais par 3 axes. Bâbord, tribord, arrière, créant un cône de mort impossible à éviter. Le Repulse tente l'impossible. À 900 mètres, le Prince of Wales voit le piéger. Tennant n'hésite pas. Cap au 210, nous allons attirer une partie de la vague. Le croiseur de bataille file à toute vitesse, offrant son flanc pour détourner l'attention. C'est un geste de chevalier presque suicidaire. Les Japonais mordent à l'hameçon. 8 torpilleurs se détachent, suivant le Repulse. Les autres, 12 appareils, s'acharnent sur le Prince of Wales. Tu entends les cris japonais dans leur radio, amplifiés par les haut-parleurs d'analyse. « Torpille ! Visez le centre !» Le mur de torpilles. Les B5N larguent leurs torpilles en séquence, à quelques secondes d'intervalle. Dans l'eau, on voit soudain des dizaines de traînées blanches se croiser, comme une toile d'araignée gigantesque filant vers la coque britannique. Le Prince of Wales tente de virer, mais son gouvernail répond en retard. Trop en retard. Impact imminent, hurle un officier. La première torpille frappe l'arrière. Une explosion. Puis une deuxième, puis une troisième. Le navire se lève, retombe, tremble comme une bête blessée qu'on achève. À bord, le chaos absolu. Tu es projeté contre un banc Stinger. La chaleur, la fumée, les alarmes te submergent. Des marins courent, d'autres glissent dans l'eau qui envahit les corridors. Des câbles brûlants tombent du plafond comme des serpents métalliques. Compartiment 6, 7, 8, tous inondés. Le navire prend 10 degrés de gîte. Le Prince of Wales ne bat plus. Il essaie juste de rester vivant. Mais les torpilleurs reviennent pour un dernier passage. Le coup fatal est imminent. 10 décembre 1941, 07-17. Le Repulse fonce toujours, ses turbines rugissant comme si elles voulaient briser l'océan. Le capitaine Tennant sait qu'il ne peut pas sauver le Prince of Wales. Mais il peut encore sauver ses hommes. Les 8 Nakajima qui le poursuivent descendent soudain, volant à quelques mètres de la surface. Les torpilles sont prêtes, les pilotes japonais attendent juste l'ouverture parfaite. « Tenez-vous prêts !» crie Tennant, le visage crispé. L'agilité du Repulse, un dernier exploit. Lorsque les torpilleurs larguent leurs armes, Tennant ordonne un virage insensé. Le croiseur de bataille incline brutalement sa coque, pivotant avec une vitesse déconcertante pour un navire de 32 000 tonnes. Les marins perdent l'équilibre. Les canons grincent. Les torpilles passent et manquent. Un officier éclate de rire incrédule. « Encore évité! Mon Dieu, encore évité !» Le Repulse vient d'échapper à 9 torpilles consécutives depuis le début de la bataille. Un record éminé. Un miracle. Mais les miracles ne durent jamais. La salve qui change tout. Une nouvelle unité de torpilleurs arrive par bâbord, profitant du virage. Cette fois, le navire ne peut plus esquiver aussi vite. Les bombes d'eau jaillissent. Les traînées blanches approchent. Impact. La première torpille frappe au centre. La seconde explose juste derrière. La troisième déchire la coque comme un papier mouillé. Le Repulse se soulève, tordu par la violence. La salle des machines est noyée. Les chaudières explosent une à une. Tennant pulpe contre un mur, se relève immédiatement, attrape un micro. Évacuation immédiate. La fin du Repulse. Le navire s'incline si vite que tu sens ton équilibre s'effondrer. Le pont se transforme en pente. Des hommes glissent vers la mer. Le mât se tord. Des avions japonais tournent en cercle, observant leur œuvre. À 7h33, le Repulse se retourne presque sur lui-même et disparaît dans un énorme bouillonnement d'écume et d'huile.
Tennant est l'un des derniers à quitter le navire. Son regard reste fixé sur son bâtiment, jusqu'à la dernière bulle. 10 décembre 1941, 10h50. Le Prince of Wales n'a plus de gouvernail, plus de pompe, plus de courant pour la majorité de ses armes. L'eau monte. Le navire s'incline dangereusement. Les Japonais reviennent d'encore, implacables. Mais maintenant, ils n'attaquent plus vraiment. Ils observent. Ils regardent mourir l'un des plus puissants cuirassés britanniques jamais construits. Capitaine Leach donne son dernier ordre. Abandonnez le navire. Des centaines d'hommes sautent dans une mer souillée d'huile. Certains nagent, d'autres s'accrochent à des débris. La Royal Navy vit l'un de ses pires moments depuis des générations. 10h58. Le Prince of Wales bascule lentement, majestueusement, comme un géant fatigué qui accepte enfin sa chute. Sa poupe s'enfonce, son étrave pointe vers le ciel, et dans un grondement terrible, il disparaît dans les vagues. Silence, silence lourd, humiliant, historique. Les destroyers britanniques récupèrent les survivants dont Tennant et Leach, transis, brûlés, épuisés. Mais le bilan est terrible. Plus de 840 hommes morts en moins de 2 heures. La nouvelle frappe Londres comme un coup de massue. Winston Churchill l'écrit dans ses mémoires. C'est le moment le plus choquant de toute la guerre. Le Japon vient de prouver au monde que la suprématie navale ne se joue plus dans les canons, mais dans les avions, dans le ciel, dans la vitesse et la précision. La Royal Navy mettra des années à s'en remettre. Et la guerre du Pacifique vient de changer de visage. À jamais.